J'ai ici deux portables. Je vais transférer $1 de l'un à l'autre de façon instantanée. Je tape la somme et j'appuie sur envoyer. La transaction est en cours. C'est fait. Vous venez d'assister à ce qui ressemble à une transaction financière, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. De l'argent transféré par voie électronique d'un compte à un autre. Mais ce qui semble être un transfert bancaire classique est peut-être en réalité la technologie la plus révolutionnaire que vous verrez de toute votre vie. Cette technologie porte le nom de Bitcoin. Money makes possible the exchange of many different goods and services among many different people. Wherever we go, we see money being used as a medium of exchange. L'argent est au cœur de notre existence. Chaque jour, nous réalisons des transactions les uns avec les autres. Pour l'instant, presque toutes nos transactions quotidiennes intègrent une tierce partie. Une banque, une société de cartes de crédit ou un service de transfert de fonds. Au bout du compte, ce sont ces institutions qui se chargent d'effectuer la transaction pour nous. Du moins, avant l'invention du Bitcoin. Le Bitcoin est véritablement l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. C'est vous dire l'impact qu'il va avoir sur nos vies. C'est un concept qu'on a tendance à trouver abstrait, complexe et difficile à comprendre. Si on parlait de l'email, ça pourrait paraître obscur, complexe et difficile à utiliser. Le Bitcoin est plus simple d'utilisation que l'email. Qu'est-ce que le Bitcoin exactement? Pour commencer, le Bitcoin n'est pas une pièce de monnaie. C'est en fait une nouvelle forme d'argent. Une monnaie qui vit uniquement sur Internet et que certains ont même surnommé l'argent magique d'Internet. Je crois que la confusion vient en partie du fait que le Bitcoin est deux choses différentes à la fois, une monnaie et un réseau de paiement. On n'avait encore jamais rien eu qui soit ces deux choses en même temps. Le dollar est une monnaie, mais pas un réseau de paiement. PayPal et Visa sont des réseaux de paiement, mais ne sont pas des monnaies. Le Bitcoin est les deux à la fois, mais il possède aussi une autre propriété. C'est qu'il peut être téléporté de manière instantanée n'importe où dans le monde, aussi simplement que ça, et quasi gratuitement. Personne ne peut rien faire pour bloquer ces téléportations, ni pour les intercepter. Et à condition de se montrer prudent quand on utilise le Bitcoin, on peut effectuer ces téléportations de manière anonyme. Avec le Bitcoin, en appuyant sur un bouton, on peut payer n'importe qui ou se faire payer de n'importe qui, n'importe où dans le monde. À la suite de la crise financière internationale, un auteur utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a posté un document de 9 pages sur un forum en ligne. Le document intitulé Bitcoin, un système d'argent électronique peer-to-peer, allait bientôt devenir l'élément de base de ce qui est aujourd'hui le premier concept totalement opérationnel d'argent décentralisé. Ce sont les bougies quotidiennes du Bitcoin en arrière-plan, mais je souhaiterais parler de ces courbes de tendance. Vous les avez vues dans d'autres présentations plus tôt dans la journée. J'ai commencé par travailler chez Bear Stearns en 2007, donc 1 an et demi environ avant que la crise financière ne frappe vraiment. Après Bear Stearns, j'ai rejoint JP Morgan, où je suis devenu un de leurs vice-présidents. C'était mon dernier poste. Tous ces jobs étaient situés dans le Midtown ou le centre-ville de Manhattan. Ton Weiss est un vétéran de Wall Street. Ancien vice-président chez JP Morgan, il passe désormais son temps à étudier le sujet du Bitcoin et à donner des conférences. Le concept du Bitcoin est généralement difficile à expliquer. Il faut essayer de le décomposer le plus simplement possible. La façon la plus simple de le décrire est de le comparer à un message que l'on transmet par voie numérique. On a tous l'habitude des ordinateurs, on envoie tous des emails, des photos, mais en fait, c'est toujours une copie qu'on envoie.
Chaque fois qu'on clique sur le bouton envoyer sur un ordinateur, on garde toujours un exemplaire, à savoir l'original. En matière de transactions financières, donc quand on clique sur le bouton envoyer, il y a un intermédiaire, la banque, qui transfère l'argent d'un compte à l'autre. Et c'est précisément le problème que le Bitcoin est parvenu à régler. Avec le Bitcoin, on prend un objet numérique et quand on clique sur le bouton envoyer, on n'envoie pas une copie. On envoie réellement un objet numérique. Fondamentalement, le Bitcoin est par nature un nouveau système monétaire. Cependant, il ne ressemble à aucun autre système qu'on ait déjà vu par le passé, parce qu'il n'est pas centralisé à un seul endroit. La nature décentralisée de la plateforme Bitcoin est l'une des choses qui rendent ce concept si unique et révolutionnaire. On connaît tous ces systèmes que sont PayPal, Visa, les banques, etc. Tous ces services traditionnels qui servent à contrôler qui est autorisé à détenir un compte, qui peut envoyer de l'argent à qui, de quel pays les utilisateurs peuvent envoyer de l'argent à des utilisateurs d'autres pays. Avec le Bitcoin, aucune entité ne contrôle tout ça. Il y a juste un protocole logiciel. N'importe qui peut écrire un logiciel pour interagir avec ce dernier, puis l'installer sur son portable ou son ordinateur. Et une fois que c'est fait, il est en mesure de communiquer avec n'importe qui d'autre partout dans le monde, utilisant aussi le logiciel de Bitcoin. Ce logiciel, qui exécute le protocole Bitcoin, est généralement appelé un portefeuille, un porte-monnaie numérique qui stocke les bitcoins et permet à son détenteur de les transférer d'un portefeuille à un autre. Le protocole Bitcoin est open source, ce qui veut dire que le code de programmation est à disposition de tous et peut être librement complété et redistribué. Ainsi, de la même façon que n'importe qui peut ajouter un nouveau site internet sur le web, les programmeurs peuvent ajouter de nouveaux produits au réseau Bitcoin. Voici Jason. Pour lui, la soirée est déjà très avancée car il se trouve en Australie. On va procéder à la première transaction de Bitcoin pour Jason en utilisant Skype comme support, pour que tout le monde puisse constater à quel point c'est simple et rapide. De mon côté, je vais cliquer sur « Envoyer ». Jason, lui, va cliquer sur « Demander ». Une fois qu'il a cliqué sur « Demander », un code QR a dû apparaître au centre de l'écran de son portable. Il va le placer à hauteur de la caméra de Skype pour que je puisse le scanner avec la caméra de mon smartphone. Ça y est, je vois le code QR et mon smartphone est en train d'essayer de le scanner. Voilà, c'est fait. Opération réussie. Je suis d'humeur plutôt généreuse aujourd'hui, donc je vais envoyer $5 à Jason. Je viens d'envoyer $5 à Jason en Bitcoin. Préviens-moi quand tu auras confirmation de ton côté que tu as reçu l'équivalent de $5 en Bitcoin. Voilà, ça y est. Ça n'a pas pris plus de 10 à 15 secondes. Le Bitcoin permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent instantanément, sans l'implication d'une tierce partie. D'une certaine façon, cette avancée numérique permet à l'utilisateur de devenir sa propre banque. C'est une notion complexe à gérer, mais les possibilités de cette nouvelle monnaie sans banque sont énormes et infinies. Ça fait 3240 yens. À l'exception de la remise d'argent liquide, on doit généralement se fier à des intermédiaires pour de nombreux paiements divers, que ce soit par carte de crédit ou par virement international. Même pour mettre des grosses sommes d'argent de côté, on se sert des banques. En fait, le Bitcoin nous permet de faire toutes ces choses sans intermédiaire. On peut donc être sa propre banque, son propre système de paiement, son propre système de transfert international, son propre système de transfert de fonds. Grâce au Bitcoin, on peut faire tout ça sans avoir besoin d'un quelconque intermédiaire. Avant le Bitcoin, toutes les sociétés comme PayPal, Visa, Bank of America ou n'importe quelle entreprise disposaient d'un registre où tous les soldes de compte étaient consignés et suivis. PayPal a un registre qui suit précisément qui a telle somme d'argent sur tel compte PayPal. Ce registre est stocké sur des serveurs dédiés dans le centre de traitement de données PayPal.
Avant l'invention du Bitcoin, tout le monde, mathématiciens et scientifiques informatiques compris, pensait qu'il était impossible d'avoir un consensus sur un registre distribué comme celui-ci. Mais le Bitcoin a trouvé un moyen d'assurer le suivi de ce registre qui suit les détenteurs de Bitcoin. À la différence que ce registre ne se trouve pas dans un centre de traitement de données, mais sur tous les ordinateurs à travers la planète disposant du réseau Bitcoin, dont mon ordinateur portable juste là. J'ai une copie du registre Bitcoin. Ce registre public, connu sous le nom de blockchain ou chaîne de blocs, est peut-être ce qui pourrait permettre au Bitcoin de changer la donne dans le milieu financier. Le Bitcoin est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Cela veut dire qu'il s'agit d'une monnaie numérique dans laquelle on utilise le chiffrement pour réguler la création de nouvelles unités et vérifier les transferts de fonds. Les nouveaux Bitcoins sont créés à travers un processus qu'on appelle le minage. Un mineur est une personne ou une entité qui se sert d'un ordinateur très puissant pour résoudre un problème mathématique complexe, qu'on appelle bloc. Les mineurs à travers le monde rivalisent pour résoudre ou fermer un bloc, et s'ils réussissent, ils sont récompensés en recevant des bitcoins fraîchement créés. Toutes les transactions qui passent par le réseau Bitcoin font partie de cette énigme mathématique complexe. Quand un mineur résout une énigme, il vérifie en réalité l'intégralité de chaque transaction. Bienvenue! Nous nous trouvons dans une vaste usine de recyclage à l'abandon. Il y a des incinérateurs là-bas, ces deux énormes silos. Juste derrière ce mur, on trouve l'équivalent d'un mégawatt de panneaux solaires. Ça fait beaucoup. Ça correspond à peu près à notre consommation. Donc on va pouvoir couvrir entièrement nos dépenses d'électricité. C'est un travail de longue haleine. Mais une mine Bitcoin est un groupe d'ordinateurs qui consacrent leur puissance de traitement à la simplification des transferts de Bitcoin et à la sécurisation du réseau. On a en fait un gros superordinateur, et tous les ordinateurs individuels font des hypothèses pour tenter de résoudre ce problème mathématique. C'est un problème très compliqué, et il faut un grand nombre de machines pour effectuer des suppositions. Quand une hypothèse est correcte, elle est envoyée au reste des ordinateurs. À travers cette réponse, ils enregistrent toutes les transactions qui ont été effectuées jusque-là. C'est un système ultra sécurisé pour faciliter et enregistrer les transferts et s'assurer qu'aucune opération louche n'a eu lieu. Il existe certaines pratiques dans les transactions financières qui permettent de faire une double dépense. La blockchain est une méthode très efficace pour empêcher ça. Prenons un exemple. Alice veut envoyer un email à Bob. Ce qui se passe et qu'on ne voit pas, c'est que le long du trajet du message à travers le réseau, l'email est copié à plusieurs endroits du réseau, avant qu'au bout du compte, le message final ne soit transmis à Bob. C'est comme ça que fonctionnent les emails, les transferts numériques, et ça devrait fonctionner comme ça pour la plupart des transferts numériques. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais dans le cas de l'argent, ce serait catastrophique s'il était transféré de cette façon par voie numérique. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des copies du même billet d'$1 sur le réseau. Ça mettrait à mal le principe même de rareté de l'argent. C'est le problème auquel Satoshi Nakamoto s'est attaqué en créant le Bitcoin. Ce qui se passe sur le blockchain du Bitcoin, c'est que lorsqu'Alice veut envoyer un Bitcoin à Bob, elle engendre une transaction qui est copiée à travers tout le réseau. La différence avec l'email, c'est qu'à cette transaction sont intégrées des instructions au reste du réseau qui disent « À partir d'ici, le contrôle du Bitcoin est transféré à Bob et le reste du réseau s'accommode de ces instructions. » Le moment où je me suis rendu compte que le concept du Bitcoin était vraiment difficile à comprendre, c'est quand j'ai passé toute une soirée à l'expliquer à une amie. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vu qu'elle avait mis un post sur ma page qui disait « Je réfléchissais à cette histoire de Bitcoin et à tes explications sur le minage. Ça veut dire que les Bitcoins se trouvent sous terre au départ ?» Je me suis rendu compte que le concept de Bitcoin était vraiment compliqué à comprendre pour les gens, et en particulier la partie du minage, parce que les Bitcoins ne se trouvent pas sous terre à l'origine. Pour les nouveaux utilisateurs,
le Bitcoin peut être un concept assez obscur. Les Bitcoins ne sont pas tangibles et ne se trouvent certainement pas sous terre. Néanmoins, il y a des similitudes très intéressantes entre le Bitcoin et un métal précieux que l'on trouve sous terre. L'or est une monnaie et une valeur refuge depuis des millénaires. De nos jours, on extrait l'or de la terre partout dans le monde. La quantité d'or pouvant être récupérée de cette façon diminue au fur et à mesure de l'existence de la mine, jusqu'à ce que celle-ci ait finalement été vidée de toute sa précieuse matière. Les bitcoins sont minés ou récoltés d'une manière similaire. L'algorithme du bitcoin est programmé de telle façon à ce que la récompense pour avoir miné de nouveaux bitcoins soit divisée en 2 tous les 4 ans, et ce jusqu'à l'année 2140, date à laquelle on estime que tous les bitcoins auront été minés. Peut-être que le mystérieux créateur du bitcoin a essayé d'imiter les propriétés de l'or, presque comme pour créer une pièce d'or virtuelle qui pourrait être divisée puis envoyée instantanément à travers le monde. Je vais essayer d'expliquer ça de manière vraiment simple. En fait, les mineurs de Bitcoin reçoivent une récompense simplement parce qu'ils préservent la sécurité des transactions en Bitcoin. Sur le plan mathématique, cela veut dire que vous devez résoudre des problèmes relativement difficiles. C'est un processus consistant à établir des suppositions. Il faut faire des millions et des millions de suppositions. Si vous avez raison et que vous parvenez à enfermer toutes ces transactions à l'intérieur d'un bloc, cela veut dire que vous avez réussi et qu'en tant que mineur, vous allez recevoir 12 bitcoins 50. Au départ, la récompense était de 50 bitcoins. Mais tous les 4 ans, ces récompenses pour les mineurs sont divisées par 2. La somme de bitcoins attribuée en cas de succès diminue donc au fil du temps. Peu importe de qui il s'agit. En tout cas, le créateur du Bitcoin était quelqu'un d'extrêmement intelligent qui manifestement aimait beaucoup les maths. Il a réfléchi, il a fait des calculs et il s'est demandé, au cas où tout le monde sur la planète se mettrait à utiliser le système de Bitcoin, combien de Bitcoin il nous faudrait pour répondre aux besoins de tous ceux qui se serviraient de cette méthode. Chaque Bitcoin peut être divisé jusqu'à 100 millionièmes de Bitcoin. Si tout le monde sur la planète se mettait à utiliser le Bitcoin comme monnaie, la plus petite unité de Bitcoin, qu'on appelle un Satoshi, et qui équivaut donc à 100 millionièmes de Bitcoin, vaudrait toujours moins qu'une pièce d'1 centime aux États-Unis. Mais qui est donc ce Satoshi Nakamoto? 2 ans après avoir publié le document technique sur le système d'argent électronique peer-to-peer, ce mystérieux personnage s'est évanoui dans la nature et personne n'a jamais plus entendu parler de lui. Les seuls indices liés à son identité se trouvent dans le document technique. Certains supposent que la personne est d'origine britannique, parce que le document contient de l'argot britannique. D'autres croient qu'il ne s'agit pas d'une seule personne, mais que Satoshi sera en fait un groupe de hackers, travaillant de concert pour créer un nouveau système monétaire qui décentraliserait l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je pense que c'était quelqu'un d'intelligent. Ce n'était pas un geek ordinaire, il avait de bonnes connaissances concernant la technologie décentralisée ou décentralisation. Il connaissait bien les systèmes financiers également. Et c'était un très bon programmeur. Mais le code Bitcoin n'est définitivement pas le meilleur qui existe. Il est certainement possible d'écrire un meilleur code. Il y a aussi une théorie du complot selon laquelle le code Bitcoin aurait été écrit par une seule personne pour certains et par un groupe d'individus pour d'autres. C'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il s'agit du premier concept d'argent décentralisé totalement opérationnel. Toutes ces interrogations sur l'identité de Satoshi, c'est vraiment passionnant. Il y a de nombreuses hypothèses, en particulier parmi les personnes qui ont participé au développement du système Bitcoin dès le départ. Mais quelle différence est-ce que ça fait de savoir qui a créé le Bitcoin? Je ne suis pas sûr que ça change véritablement quelque chose. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise tous les jours sans savoir qui les a inventées, et pourtant, elles nous facilitent bien la tâche dans nos activités quotidiennes. J'ignore qui est Satoshi. On sait très peu de choses sur lui. Il pourrait participer à une conférence, ça pourrait être quelqu'un qu'on connaît, à qui j'ai parlé, ou l'un de mes amis si ça se trouve. Je ne sais pas qui c'est. On ne le saura peut-être jamais, mais c'est marrant comme jeu. Est-ce que je suis Satoshi?
Je préfère ne pas répondre à cette question. Peu importe la véritable identité de Satoshi, ce qu'il ou elle a inventé pourrait avoir des effets de taille sur la façon dont notre monde va évoluer à l'avenir. C'est quand même assez sympa de payer en Bitcoin. C'est tendance parce que ça fait partie des technologies les plus récentes. Étant donné que le Bitcoin permet à l'utilisateur d'agir comme sa propre banque, il exonère ce dernier des contrôles d'accès traditionnels à sa fortune. Comparé à l'utilisation des cartes de crédit, où l'encaissement du paiement effectué aux commerçants peut prendre entre 30 et 60 jours, les paiements en Bitcoin sont reçus de manière instantanée. C'est donc beaucoup plus simple comme fonctionnement. Nous utilisons tous des clés dans notre vie quotidienne. Les clés nous permettent d'accéder à nos objets de valeur et à contrôler ce qu'on en fait. Elles les protègent aussi contre le vol. Prenez votre voiture par exemple. Avoir la clé de votre voiture vous permet d'y accéder quand vous le souhaitez. Mais supposez que vous ayez un peu trop bu et que votre ami dévoué vous confisque la clé de votre véhicule. La voiture est toujours à vous. Mais vous n'en avez plus le contrôle et devez demander à quelqu'un de vous ramener chez vous. C'est la même chose pour nos finances. Bien que vous possédiez une carte bleue et que vous ayez le mot de passe de votre compte bancaire, les fonds ne vous appartiennent pas directement. Chaque fois que vous effectuez un retrait ou un transfert sur votre compte bancaire, c'est la banque qui agit en votre nom et qui déplace les fonds pour vous. C'est là que le Bitcoin est fondamentalement différent. Le Bitcoin permet à un individu de détenir les clés privées lui donnant accès à sa propre fortune. Mais ce qui se passe pour pratiquement tous les actifs que l'on détient, c'est qu'en réalité, on n'a pas un ascendant ou un contrôle direct sur ces derniers. Par exemple, une fois, 700 000 distributeurs automatiques de la Royal Bank of Scotland se sont retrouvés en panne pendant tout un week-end. Personne n'a pu se servir des distributeurs ni retirer d'argent pendant 2 jours. Parfois, votre carte de crédit ou carte bleue est refusée parce qu'il y a un soupçon d'escroquerie ou que vous avez effectué un paiement dans un lieu inhabituel. En fait, c'est la société de carte de crédit qui détient ces clés privées. Ce sont eux qui décident, pas vous. De ce point de vue, le système Bitcoin est totalement différent. Il est fondé sur un chiffrement à clé publique. Ça veut dire que vous envoyez les Bitcoins à la clé publique. Et qu'ensuite, pour pouvoir réellement les envoyer, vous devez être en mesure de signer avec la clé privée là où les bitcoins se trouvent actuellement. Et ça, littéralement, c'est un chiffre. La clé privée est un chiffre. Personne ne peut désactiver le système Bitcoin. Du moment que vous avez la clé privée, vous pouvez y accéder et l'utiliser. À vos portefeuilles en Bitcoin sont associés ce qu'on appelle des clés privées. Et il s'agit précisément de ce que leur nom implique, c'est-à-dire des clés privées qui peuvent ouvrir et déverrouiller l'accès à vos fonds. Mais soyons clairs, si vous perdez n'importe laquelle de vos clés privées, vous perdez l'accès à vos fonds. C'est aussi simple que ça. On vient d'acheter des bitcoins à un distributeur automatique du coin. Il en ressort ceci qu'on appelle un portefeuille papier. C'est un morceau de papier avec 2 carrés dessus, qui ressemble à des tâches du test de Rorschach, avec une ligne de caractères alphanumériques sous chacun d'eux. Celui d'en haut est la clé publique, ce qu'utiliseraient les gens pour envoyer des bitcoins à cette adresse. Le carré d'en bas est la clé privée. C'est l'élément qu'il faudra scanner pour récupérer des bitcoins à cette adresse. Il est très important de noter qu'il vaut mieux ne pas montrer la clé privée à n'importe qui, la première personne à la scanner pouvant en effet récupérer les bitcoins à cette adresse. Et si vous perdez ce morceau de papier, vous aurez également perdu vos bitcoins car vous êtes le seul à avoir une copie de la clé privée. Actuellement, il y a des bitcoins à cette adresse. Donc si vous voyez ce papier pour la première fois, vous pouvez le scanner vous-même et ainsi récupérer les bitcoins. Voici un Satoshi Coin.
La pièce a une valeur de 0,001 bitcoin. Selon le taux de change actuel, c'est l'équivalent de 45 cents. C'est une toute petite somme, mais cette pièce contient de véritables bitcoins. Pour encaisser la valeur de ce jeton, il faut d'abord décoller l'autocollant avec l'hologramme qui se trouve au dos. Comme ça. En faisant ça, on dévoile un code QR sur l'autocollant. Ce code QR contient en fait les informations de la clé privée, qui est une sorte de mot de passe à la base. C'est grâce à cette clé privée et uniquement à ça que l'on peut récupérer les bitcoins sur cette pièce et les transférer dans son portefeuille virtuel. Tout objet physique est associé à une certaine idée de pouvoir ou d'authenticité. C'est pour ça que dans l'objectif de rendre la limite d'accès au Bitcoin aussi mince que possible, je pense que tous ceux qui travaillent sur ce projet se sont dit que c'était vraiment important que les gens puissent avoir un morceau de Bitcoin qui soit palpable, transportable et qui ne coûte pas trop cher pour commencer. C'est un objet qui n'engage pas à grand-chose. Étant donné que le Bitcoin est basé sur un chiffrement à clé publique, tout le déroulement des opérations pour le transfert de paiement, en particulier en ligne, est fondamentalement différent de celui des cartes de crédit. Les cartes de crédit n'ont pas été conçues pour être utilisées sur Internet à l'origine. Quand elles sont apparues, Internet n'existait pas. Dans un système ne nécessitant pas d'action du consommateur, vous avez donné l'autorisation au commerçant ou à la société émettrice de la carte de crédit de prendre de l'argent sur votre compte bancaire chaque fois qu'il pense avoir le droit de le faire. Avec une carte de crédit, quand vous voulez effectuer une transaction, vous donnez les clés au commerçant, qui plus est, à chaque commerçant avec lequel vous traitez. Ça veut dire que chaque fois que vous effectuez une transaction en ligne, par exemple, vous prenez un risque. Vous confiez au commerçant des informations très personnelles dont il peut s'emparer pour réaliser lui-même des transactions s'il le souhaite. Le Bitcoin est un modèle totalement différent, où le contrôle est davantage du côté du consommateur. C'est lui qui pousse ses fonds vers le vendeur. Si vous proposez des prestations en ligne, vous pouvez diffuser une adresse Bitcoin et n'importe qui dans le monde peut vous payer en Bitcoin. Imaginez que vous fassiez partie d'un groupe de musique, que votre groupe donne un concert et que ce concert soit retransmis dans le monde entier. Si vous installiez sur la scène un panneau portant une adresse Bitcoin, vous pourriez recevoir des subventions de toute personne qui regarde la retransmission du concert à n'importe quel moment à partir de là. Mon nom est Sanshiro Fujimoto. Je joue du saxophone et de divers autres instruments. Je suis compositeur, je me produis en live, je fais des CD et je gagne ma vie en tant que musicien. J'ai organisé ce petit concert live aujourd'hui sans demander aucun frais d'entrée. Si vous aimez ma musique, vous pouvez me donner une participation à votre convenance. Je ne sais jamais combien je vais recevoir en participation. Un jour, ça peut être rien du tout, ou si je joue bien, je pourrais avoir plus que ce que j'imagine. Donc, ça m'incite à mieux jouer. L'interaction directe, c'est plus en rapport avec l'art en soi. Mais quand vous donnez quelque chose à quelqu'un dans la rue, ce ne sont jamais de grosses sommes. Vous donnez 10 centimes, 20 centimes, des petites pièces. Mais comme envoyer une toute petite somme d'argent par Internet coûte en fait plus cher que la participation même qu'on est censé donner, le système Bitcoin est beaucoup plus intéressant pour payer quelqu'un en ligne. Les paiements en Bitcoin représentent un système où c'est l'émetteur qui fait passer ses fonds au récepteur. C'est une méthode beaucoup plus rapide et économique que les systèmes traditionnels, comme les transactions par carte de crédit, où l'argent est tiré sur le compte du consommateur.
Cela signifie aussi que les transactions en Bitcoin sont définitives et ne peuvent pas être annulées. Le délai de règlement d'une transaction par carte de crédit est d'environ 6 mois. Même si la transaction semble être passée, la personne peut ensuite appeler la banque pour dire qu'elle a été victime de fraude. Dans certains cas, la carte de crédit débite alors la somme au commerçant. Dans d'autres cas, la somme est débitée et le consommateur doit demander un remboursement. Mais les commerçants doivent payer un pourcentage sur les transactions pour pouvoir accepter le paiement par carte de crédit. Les transactions en Bitcoin ne peuvent pas être remboursées. Je trouve que c'est une bonne chose. Même si les gens se plaisent à dire que c'est très bien de pouvoir contester et ouvrir un litige, ça arrive très rarement. On ne voit presque jamais le cas où si vous avez commandé quelque chose à une société qui a pignon sur rue et qu'il y a un souci, que vous n'êtes pas satisfait, la société ne règle pas le problème. La plupart du temps, ce genre de situation se produit si l'on vous vole votre carte de crédit. Et ça peut toujours arriver. Tout le monde utilise sa carte de crédit partout sur Internet. Et c'est le hasard et la malchance si votre carte de crédit est utilisée pour une transaction frauduleuse. Nous avons des entreprises qui acceptent les bitcoins, des restaurants pour la plupart, dont certains ici à Acapulco. Les commerçants qui acceptent les bitcoins veulent d'abord disposer d'une autre option innovante, et pour eux, ça représente de nombreux avantages. Il n'y a pas de frais pour chaque paiement comme pour les cartes de crédit, qui peut être de 3, 4, 5 ou 10% selon la carte de crédit. On ne fait pas payer de frais. On n'a pas de somme minimum pour les paiements. Vous pouvez payer 10 pesos, 50 pesos, il n'y a pas de minimum. Les paiements en Bitcoin réduisent les frais des activités commerciales et éliminent les risques de transactions frauduleuses. Les entreprises, des petites sociétés familiales ou multinationales, ont commencé à adopter ce nouveau moyen pour le transfert de valeur. Là, c'est l'école de médecine de Harvard. Et ici, la chaise de l'école. J'ai fait mes études à Harvard de 97 à 99. C'est vrai que je me sers encore du fax, mais aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux ou par texto, on peut envoyer des photos ou même des photos de passeport, pour quand on part en voyage par exemple. Cependant, dans le futur, je pense qu'il n'y aura plus de fax. De la même façon, quand on pense à ce que deviendront les cartes de crédit ou l'argent à l'avenir, je crois que l'argent virtuel va attirer beaucoup d'attention. Si l'on prend ça en considération, c'est sûr que j'ai envie de développer mon business à l'international et que je tiens à être précurseur en ce qui concerne l'utilisation de cette monnaie virtuelle, en particulier dans les domaines de l'industrie médicale et dentaire. Je veux que mon activité prenne de l'importance en même temps que la popularité du Bitcoin augmente. La première grande entreprise cotée en bourse à accepter les bitcoins s'appelle Overstock. Ils expédient aujourd'hui des marchandises vers plus de 200 pays. Aux dernières nouvelles, Amazon n'expédie que vers 50-60 pays. Ils concèdent donc des marchés entiers où les consommateurs se comptent par milliards et ont renoncé à se battre pour cette part de marché. Si Amazon acceptait les bitcoins, il n'y aurait ni fraude ni demande de remboursement, donc ils réduiraient leurs coûts. Si Amazon acceptait les bitcoins, ça augmenterait fortement leur marge bénéficiaire. Le Bitcoin permet aux commerçants d'accepter des paiements pour leurs produits et services en toute transparence. Et bien qu'il devienne un fantastique outil pour aider les commerçants à proposer leurs produits sur des marchés encore non exploités, ce sont les habitants de ces pays en voie de développement qui en profitent le plus. Le Bitcoin est la meilleure option, la plus simple, sûre et rapide pour les gens qui n'ont pas de compte en banque, de papier d'identité ou qui n'ont rien d'autre qu'un smartphone. Il y a énormément de gens à travers le monde qui sont dans cette situation. Le Bitcoin est une solution et une opportunité fantastique leur permettant de faire partie de l'économie mondiale sans avoir à traiter avec des banques et se soumettre à toute cette gymnastique. Et pour participer à l'économie mondiale, il leur suffit d'installer une application. Environ plus d'un tiers des transactions par carte de crédit en provenance d'Afrique sont frauduleuses. Personne ne veut faire affaire avec des sociétés basées en Afrique. C'est trop risqué. Avec le Bitcoin, on sait que les fonds sont sécurisés. Donc en tant que vendeur, si on paie en Bitcoin, on peut vendre tout ce qu'on veut de légal en Afrique. À la suite de quoi les Africains pourront commencer à obtenir des droits de propriété. Et ce sont les droits de propriété qui vont vraiment contribuer à les faire sortir de la misère.
Le Bitcoin entre dans cette niche, celle des gens qui ne disposent pas de services suffisants dans l'industrie bancaire. Dans de nombreux pays en voie de développement, les gens n'ont peut-être pas accès au compte bancaire et n'ont peut-être même pas de papier d'identité pour en ouvrir un. Mais s'ils ont un portable et un accès à Internet, ils peuvent désormais avoir l'équivalent d'une banque sur leur portable. D'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, il y aurait près de 2 milliards de personnes sans compte bancaire dans les pays en voie de développement. L'adoption et l'utilisation du Bitcoin dans ces pays tempère ce problème relatif aux droits de l'homme et permet à la population internationale sans compte bancaire de participer à l'économie mondiale. Pour la première fois dans l'histoire du monde, n'importe quelle somme d'argent peut désormais être transférée dans un sens ou dans l'autre entre des individus. Partout, de manière instantanée et quasi gratuite. Et rien ni personne, y compris les gouvernements, ne peut intervenir contre les gens qui utilisent cette technique. Et j'ai beau aimer l'or, l'or ne permet pas de faire ça. Pensez-y. Vous tous dans cette pièce, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à n'importe qui et en recevoir partout dans le monde, tout de suite, et personne ne peut vous en empêcher. Ce n'était pas possible avant l'invention du Bitcoin. C'est une technologie qui peut fondamentalement changer la vie de chaque être humain sur cette planète. Wikileaks est parvenu à trouver des financements à travers le système Bitcoin. Et ceci au cœur d'un blocus financier auquel il devait faire face. À l'époque, les États-Unis avaient ordonné à Visa, et je crois également à Mastercard et à Bank of America, de bloquer toutes les donations à destination de Wikileaks. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Wikileaks. Je ne cautionne pas forcément tout ce qu'ils font. Mais je pense que c'est très important pour la liberté dans le monde que les gens aient la possibilité de donner de l'argent à n'importe quelle cause politique de leur choix sans que cela soit censuré. Je me suis dit que c'était vraiment fort de la part de Wikileaks de pouvoir défier les États-Unis en ce sens. Puisque le Bitcoin met les clés privées de sa fortune dans les mains de l'utilisateur, il peut servir à financer des causes militantes. Mais le Bitcoin peut aussi être utilisé pour une soirée en ville. Mon nom est Ken Shishido et je suis le co-organisateur de cette convention, le Bitcoin Meetup Group à Tokyo. On a organisé un événement spécial ce soir. C'est un spectacle de danse burlesque où les danseuses reçoivent des pourboires en Bitcoin. La principale raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que parfois, on veut rendre nos conventions un peu plus intéressantes. Au lieu de parler seulement de choses très techniques ou de sujets politiques. C'est un événement qu'on cherche à rendre vraiment divertissant, tout en étudiant toutes les possibilités qu'offre le Bitcoin. À l'heure actuelle, dans la plupart des pays du monde, acheter quelque chose n'est pas un problème. Il y a les cartes de crédit, on peut encore utiliser de l'argent liquide et pour moi, ce n'est pas l'objectif réel du Bitcoin. L'objectif réel du Bitcoin est d'offrir aux gens la confidentialité sur le plan financier et je trouve ça essentiel. Au cours de la crise financière internationale, tandis que les failles dans le système financier se propageaient, des institutions que l'on considérait jusque-là comme invincibles ont montré leur vulnérabilité. Comme on le sait maintenant, plusieurs gouvernements à travers le monde ont été obligés de renflouer des institutions financières. Le bail-out, ou renflouement externe, c'est quand un gouvernement prend l'argent des contribuables et le donne à une institution financière irresponsable pour compenser ses erreurs et la remettre à flot. Contrairement au bail-in, ou renflouement interne, où la loi permet aux institutions financières de ponctionner les fonds directement dans les comptes de leurs clients pour éponger leurs pertes. C'est ce qui s'est passé à Chypre en 2013. J'ai commencé à entendre parler du Bitcoin en 2013, en particulier durant la crise à Chypre où les banques avaient été fermées et l'argent des citoyens confisqué. Je me souviens avoir dit à mes collègues, aux doctorants, aux quants, les analystes quantitatifs, que c'était extrêmement grave et que de nombreux autres pays occidentaux allaient probablement rapidement être touchés. Ils se sont tous moqués de moi en disant « C'est seulement Chypre, ça n'arrivera jamais ici ». C'est là que j'ai compris que quelqu'un devait avoir trouvé un moyen de contourner ce problème. Quand un déposant apporte des dollars ou des euros dans une banque, la propriété de ces dollars ou de ces euros est transférée à cette dernière.
et le déposant devient un créditeur sans garantie de la banque. Si une banque se plante pour une raison X ou Y, il y a désormais des lois qui ont été adoptées dans de nombreux pays autorisant le buy-in ou renflouement interne. Les dépôts d'argent peuvent être transformés en actions de la banque. Jeff Berwick est entrepreneur, commentateur financier et animateur de podcast. Il a fondé Stockhouse.com, le plus grand site d'actualité financière du Canada. Les analyses, articles et vidéos de Jeff ont été vus et lus par des millions de gens à travers le monde. On ne peut pas dire précisément ce qui va se passer à l'avenir, mais ce n'est sûrement pas fini. J'avais dit qu'après Chypre, la Grèce suivrait et les banques en Grèce ont été fermées plusieurs mois. Heureusement pour les habitants des pays européens, en janvier 2016, une loi autorisant le bail-in des banques en Europe a été adoptée. Ça devrait être une grosse prise de conscience pour les gens. La loi n'avait pas été adoptée à Chypre en premier lieu. Ils ont d'abord fermé les banques, puis ils ont fait passer une loi leur permettant de prendre l'argent de leurs clients pour rester à flot. Ils ont fait les choses à l'envers. Maintenant que la loi est en place, les gens savent à quoi s'attendre. Je considère le Bitcoin comme un moyen de protéger et cacher ses actifs. Et on ne trouve pas que ce soit malhonnête. Je ne vais pas vous dire que seuls les criminels dissimulent leurs actifs. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur, qui paient leurs impôts, qui font tout dans les règles. Et regardez ce qui s'est passé en Grèce et à Chypre, où l'argent et les comptes bancaires ont été confisqués. La prochaine fois que le système bancaire est en difficulté, ce sont peut-être les comptes des clients qui seront dévalisés pour contribuer à financer le système. On parle de ceux qui ont des moyens significatifs, 100 000 ou 200 000 $ sur leur compte. Mais c'est de l'argent qu'ils ont gagné légalement à la sueur de leur front. Certains économistes pensent que la crise financière internationale de la décennie passée n'était que le signe précurseur d'une catastrophe bien plus importante. Si c'est le cas, comment les gouvernements réagiront-ils face à la prochaine défaillance de notre système financier? Contrairement au système bancaire actuel, le Bitcoin permet aux individus de détenir les clés privées de leur fortune. Cependant, cela va de pair avec une nouvelle responsabilité: sécuriser les Bitcoins. Avec le Bitcoin, vous avez le contrôle de votre propre argent. Mais cela veut aussi dire que vous êtes totalement responsable de ce que vous faites avec. C'est à vous de vous assurer que vos bitcoins sont toujours en sécurité. Les gens sont habitués aux cartes de crédit, aux comptes bancaires, à PayPal. Si vous vous faites voler votre carte de crédit, vous appelez la société émettrice, elle fait opposition et c'est terminé. Si vous vous faites voler vos bitcoins, il n'y a personne à contacter pour vous venir en aide. D'un autre côté, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit pour utiliser vos bitcoins comme vous voulez. C'est à double tranchant. Mt. Gox, the Tokyo-based Bitcoin exchange, has filed for bankruptcy protection. The announcement comes days after the exchange announced that as much as $450 million of the virtual currency had gone missing. CEO Mark Capelli's apologized and bowed deeply on Japanese television. It remains unclear if the missing Bitcoins were stolen, voided by technological flaws, or both. Je me trouve devant l'ancien bâtiment du Mont Gox. Mont Gox était la plus grosse plateforme d'échange de Bitcoin qui ait jamais existé. Je crois qu'à un moment, il faisait un chiffre de plus de 100 millions de dollars par jour. Et la plateforme a fini par s'effondrer de manière assez spectaculaire en 2014. Je crois que le montant des pertes s'élevait à plus de 450 millions de dollars. Ils ont déclaré avoir perdu 850 000 bitcoins, dont 200 000 auraient été retrouvés plus tard dans un vieux portefeuille. Les gens plaçaient de l'argent et ils leur donnaient leur bitcoin. Ils leur donnaient le contrôle de leurs clés privées. Ironie du sort, c'est précisément de ce risque de centralisation que le système Bitcoin est censé nous aider à nous passer. Mt. Gox avait pris toute la nature décentralisée du Bitcoin pour la mettre dans une seule entreprise réunissant les actifs d'une multitude de personnes. En outre, ils avaient confié la gestion des finances à la seule personne qui avait les clés du royaume. Sur les 2 ou 3 dernières années, d'après mes calculs, on a dû assister à au moins 5 et jusqu'à une dizaine de piratages majeurs d'entreprises dont les activités avaient un lien avec le Bitcoin.
Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le système Bitcoin est fondamentalement différent du fait de sécuriser un actif qui se trouve dans l'espace financier traditionnel. Avec le Bitcoin, si vous parvenez à avoir accès à la clé privée du portefeuille de quelqu'un, vous pouvez réaliser une transaction en dehors de l'infrastructure de la société concernée sans qu'il s'en rende compte. Ça ne ressemble à rien de ce qui existe de nos jours dans l'espace financier, où si l'on veut prendre de l'argent à cette cible, on doit d'abord avoir infiltré son infrastructure. Je pense que ça fait partie de notre mentalité. On nous a éduqués à ne pas nous sentir capables de gérer notre argent. Donc tout le monde le met à la banque où il sera en sécurité. Cette sorte d'état d'esprit où l'on place son argent dans une entreprise centralisée dont l'unique objectif est de le préserver, c'est une idée préconçue qui est vraiment très difficile à dépasser. C'est compliqué de changer ça. Je crois que c'est ce qui est le plus problématique concernant le système Bitcoin. Ça met au défi les gens de remettre en cause ce préjugé. Ça met au défi les gens de prendre le contrôle de leur propre argent et de sa valeur et de le protéger eux-mêmes. Comme on le sait à l'heure actuelle, le système Bitcoin est relativement sûr. Si vous contrôlez plus de la moitié de la puissance informatique du réseau Bitcoin, vous pouvez prendre la main sur tout le réseau. Mais d'un point de vue technique, c'est très difficile. Si l'on prend en considération la puissance réseau actuelle du système Bitcoin, c'est pratiquement impossible. De ce point de vue, le système Bitcoin est beaucoup plus sûr que les plus grandes plateformes, les plus sécurisées de quelques-unes des principales banques internationales. Le problème, c'est qu'une multitude de personnes ne font pas confiance au système Bitcoin simplement parce qu'on entend beaucoup parler de piratage touchant des plateformes Bitcoin et certains services d'échange notamment. Le problème, c'est que tous les services basés sur le Bitcoin ne sont pas concrètement un Bitcoin en soi. C'est compliqué de... Ce que je veux dire, c'est que les gens ont du mal à associer la sécurité des services basés sur le Bitcoin au Bitcoin lui-même. L'effondrement de la plateforme d'échange Bitcoin, Mt. Gox, en 2014, a provoqué beaucoup de perplexité et de scepticisme concernant la sécurité du Bitcoin. Cependant, plusieurs années après cet événement, le système Bitcoin est aujourd'hui dans le collimateur de nombreuses institutions au sein de l'industrie financière. La question que tout le monde se pose, ce qui monopolise les conversations aujourd'hui, c'est de savoir si la technologie de la blockchain aura un impact sur l'industrie financière. Mais si vous allez dans les salons professionnels et que vous écoutez les médias, la question n'est plus de savoir si, mais comment la technologie de la blockchain va affecter et transformer l'industrie financière. On sait aujourd'hui que c'est inéluctable. La technologie de la blockchain va avoir un impact majeur sur le milieu de la finance. Mais on n'en a pas toujours été là. Si vous regardez en arrière, il y a seulement 2 ou 3 ans, la tendance générale consistait à affirmer que le Bitcoin était un concept qui prêtait à rire, un système non viable qui ne pouvait pas être appliqué dans l'espace financier. Au Japon, la loi sur les monnaies virtuelles a été adoptée par la Chambre des représentants. Il ne reste qu'à espérer qu'elle le sera également très bientôt par la Chambre des conseillers. Cela veut dire que le gouvernement reconnaît l'existence des monnaies virtuelles et qu'il fait son possible pour fixer certaines règles dans ce domaine et donc soutenir le secteur économique. Ce Bitcoin est vraiment admirable. C'est une belle pièce de collection. C'est beaucoup mieux qu'un yen ou un penny. Parmi les endroits où le Bitcoin est le plus populaire, il y a la Chine, où le niveau de contrôle des capitaux est très élevé. Dans des pays comme la Chine, l'Argentine ou l'Iran, beaucoup de gens se sont laissés séduire par le phénomène Bitcoin. C'est compliqué de transférer de l'argent dans ou hors du pays sans affronter des problèmes de réglementation ou si l'on ne connaît personne au gouvernement. Ça a été un gros coup de pouce pour le Bitcoin. Les avantages du Bitcoin continuent de le rendre de plus en plus populaire à travers le monde, et ce dans les lieux les plus improbables parfois.
Mon nom est David Hayet. Je suis gérant du Phoenix Rising Café à Nimbin. Voici votre terminal de paiement en Bitcoin, situé juste à côté du distributeur automatique traditionnel, pour que les clients puissent avoir le choix. Je trouve que le système bancaire actuel est plutôt contraignant. Et le fait que les gens qui possèdent leur propre système bancaire soient indépendants est quelque chose qui me plaît vraiment. Et puis, comme c'est un système numérique et que nous vivons à l'ère numérique, je savais qu'avec le temps, ça finirait par peser dans la balance. Le Bitcoin est définitivement la plus grande innovation dans le domaine de la science monétaire depuis Isaac Newton et son étalon or. Ça va totalement révolutionner la façon dont tous nos actifs sont détenus. Ça va interférer avec les lois, ça va désorganiser la comptabilité, ça va déstabiliser l'industrie financière et tellement d'autres choses. Et en outre, ça risque de rapidement décentraliser les capitaux. On ne verra plus des millions de gens amasser tout leur capital pour en faire un seul énorme tas qui sera ensuite réparti par un haut responsable de Merrill Lynch ou de Bank of America. Ça représentera plusieurs millions de gens qu'il faudra essayer d'attirer hors de leur capital pour aller mener une guerre en Afghanistan ou en Irak. Une fois toutes ces clés privées décentralisées, ça devient beaucoup plus difficile d'amener des gens à payer pour de nombreux biens et services pour lesquels sinon ils ne dépenseraient pas forcément d'argent. Je scanne ça et voilà, j'ai votre adresse Bitcoin dans mon portefeuille maintenant. Je vais taper $1 et cliquer sur envoyer. La transaction est en cours. Ça y est, c'est arrivé. Et il y a eu la petite musique. Avant l'arrivée du Bitcoin, j'étais pratiquement à la retraite. Je sortais beaucoup, je profitais de la vie, je m'entraînais au jiu-jitsu tous les jours. C'était très sympa, mais ça risquait pas vraiment de rendre le monde meilleur. Puis j'ai découvert le Bitcoin. J'ai regardé ce qui se passait dans le monde, j'ai vu toutes ces guerres un peu partout, et les banques centrales dévalorisaient la monnaie et empêchaient le monde d'être aussi beau qu'il pourrait l'être. Le Bitcoin m'est apparu comme un outil qui permettrait de leur retirer tous les pouvoirs à ce niveau-là. La grande majorité des gens n'ont pas envie de payer pour tuer des inconnus dans des pays étrangers. La plupart sont prêts à payer pour des routes, des écoles et des hôpitaux. Si les gouvernements disent qu'il faut de l'argent pour tout ça, les gens leur en donneraient sûrement une bonne partie. Si les gouvernements disent qu'ils ont besoin d'argent pour aller tuer des gens dans des pays où vous n'êtes jamais allé, et où vous n'irez probablement jamais de votre vie, vous allez refuser de payer pour ça. Mais si vous vous servez de comptes bancaires, de dollars ou d'euros, les gouvernements peuvent saisir tout l'argent de votre compte à tout moment et imprimer autant de nouveaux billets qu'ils veulent pour financer leurs projets. Si le monde utilisait le Bitcoin, les gouvernements n'auraient plus ces moyens et le monde ne s'en porterait que mieux. Pour la première fois dans l'histoire, le Bitcoin offre désormais au monde entier un système de paiement totalement décentralisé. Un système où chaque individu détient la propriété et le contrôle de sa propre richesse financière. Où tous les utilisateurs peuvent transférer de la valeur et communiquer librement entre eux de façon instantanée. À quoi ressemblerait l'avenir de notre planète avec un outil si révolutionnaire? Les possibilités pourraient être réellement magiques. Le Bitcoin est l'argent magique d'Internet. Le Bitcoin vous permet d'envoyer de l'argent à n'importe qui et d'en recevoir partout dans le monde, comme par magie. J'arrive même plus à trouver mes mots tellement je trouve ce concept passionnant et révolutionnaire. Avec le Bitcoin, vous pouvez prendre votre tablette, votre smartphone, ce que vous voulez. Vous installez une application et en moins de 30 secondes, vous pouvez envoyer de l'argent à n'importe qui et en recevoir n'importe où dans le monde quasi gratuitement. C'est quelque chose qui est à votre portée, que vous ayez 10 ou 100 ans et dans n'importe quel pays du monde. C'est magique.